Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Dev Café et j'espère que vous avez passé un super bon week-end. Et bon, j'imagine que si vous êtes ici, vous voulez forcément connaître toutes les dernières infos autour du développement. Et bien, bonne nouvelle comme d'habitude, c'est ce que je vais vous proposer avec dans un premier temps une partie plutôt mobile et dans la seconde, ce sera plutôt autour du développement en général. Mais attention, on va pas commencer tout de suite parce que j'ai un tout petit message de service. Et demain, en l'occurrence avec Robin, on va vous proposer un nouvel app clinique. Alors plus précisément, ce sera à 12h30 et en direct. C'est-à-dire qu'un jury composé d'experts et expertes va analyser deux applications et pour dire à la fois ce qui va et en fait ce qui va pas. En l'occurrence, on aura l'application LalaLab et également le jeu qui s'appelle My Tiny Room. Bien sûr, je vous rappellerai ça demain matin, mais bon, déjà, vous pouvez réserver votre pause déj. Bon, cette fois-ci, c'est fini, j'ai plus de pub et on va bien pouvoir commencer ce Dev Café avec les actus. On commence chez Google et comme on dit, même les meilleurs peuvent faire des bugs, et en l'occurrence ici, c'est une simple lettre qui peut avoir de très grosses conséquences, et je vais vous expliquer. Déjà, ça ne concerne que les téléphones Pixel, et plus particulièrement l'outil que Google a créé pour modifier les captures d'écran, par exemple en venant dessiner par-dessus. Alors c'est pas super bien expliqué dans le tweet que je vous montre, mais imaginons que vous preniez une image et que vous vouliez par exemple cacher ici le numéro de la carte. Alors vous allez prendre un petit pinceau et gribouiller par-dessus. Ou alors, d'une autre manière, vous pouvez par exemple découper cette image. Et bien là-dessus, sur la partie visuelle et ce qui va être généré, il n'y a aucun problème à noter, l'appli elle fait bien son boulot. Sauf qu'en fait, dans les données de la nouvelle image, aussi incroyable que ça puisse paraître, on a tout le nécessaire pour recréer l'ancienne image. Et ce problème, il a été appelé la crop ellipse, et d'ailleurs il fait l'objet d'un article que je vous invite vraiment à aller lire. Et bon, là-dedans en plus, ça vous rappellera les bons temps du codage, avec notamment le fameux codage de Huffman. Alors en soi, le code que Google a utilisé derrière, il est totalement fermé parce que c'est du code non open source. Mais a priori, ça viendrait de la classe Parcel File Descriptor, à qui on peut donner un mode. Là-dessus, Google aurait utilisé le W qui signifie write, alors qu'il aurait fallu plutôt mettre WT, c'est-à-dire write et truncate. C'est-à-dire que s'il existe déjà un fichier et qu'on réécrit par-dessus, sa longueur est bien remise à 0. Dit autrement, en fait, c'est on supprime bien tout ce qu'il y avait déjà. Donc si je vous résume un peu tout ce que je viens de vous dire, c'est potentiellement une faille de sécurité, mais bon, elle a été corrigée dans le patch de sécurité du mois de mars. Par conséquent, si vous ne l'avez pas encore mis sur vos pixels, eh bien dépêchez-vous. Par contre, le problème, c'est que si vous avez déjà utilisé cet outil avec d'autres anciennes images, eh bien là-dessus, vous avez deux choix, soit grosso modo les supprimer, soit alors ne pas les partager du tout. Bon voilà, le sujet était un peu complexe et on va continuer sur du plus simple pour aller sur Flutter. Et je vous avais expliqué qu'Eric Seidel, qui est l'un des créateurs du framework, avait quitté Google il y a quelques mois pour monter maintenant sa propre boîte. Et le premier produit sur lequel il travaille, il permet de pusher à distance des modifications de code sur Android et iOS sans avoir besoin de passer par l'App Store ni le Google Play. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, ils vont ouvrir les vannes pour le tester, sachant qu'ils cherchent des projets certes avancés, mais pas aussi gros que des SNCF Connect par exemple. Car en fait, quand je dis ça, c'est qu'ils ciblent un déploiement à moins de 1000 terminaux. Et pour ça, il y a un petit formulaire à remplir, et ensuite on se dit chouette, je vais pouvoir m'amuser. Sauf qu'en réalité, ce programme de bêta, il est payant, car la société, elle va vous facturer 20$ par mois. Là, vous allez me dire peut-être qu'il pousse un tout petit peu le bouchon trop loin, parce que d'une, vous testez, et en plus, vous devez payer. Mais l'explication qui est donnée, c'est tout simplement qu'il faut couvrir les coûts de l'infrastructure. Bon, si toutefois ça vous intéresse, le lien du formulaire, il est bien évidemment dans la description. Mais bon, à mon avis, le seul nom d'Eric Seidel suffit pour qu'il n'ait pas grande difficulté à recruter des testeurs. Ensuite, pour ce dernier sujet de la partie mobile, je vais vous parler d'une thématique qui peut très vite se transformer en greenwashing, à savoir l'écologie et les smartphones. Et pour vous la faire courte, sur l'aspect matériel, il est recommandé d'utiliser le plus longtemps possible les terminaux, car ils ont un fort impact lors de la fabrication. C'est pour ça qu'on conseille de les vendre, de les reconditionner, ou alors même de les donner pour accroître la durée de vie. Mais quand on parle d'écologie, il ne faut pas oublier le logiciel. Et certes, Android ou iOS, mais aussi les langages font des efforts sur ce sujet, mais tout en haut du gâteau, il y a nous, c'est-à-dire les créateurs d'applications. Et je pense quand même pouvoir parler à votre place en disant que cette notion de conception responsable, c'est pas trop notre priorité. Et généralement, on sait que les tests, ils ont tendance à passer à la trappe, l'accessibilité, c'est à peu près la même chose, et autant dire que l'écologie, c'est vraiment le dernier ticket du backlog. Mais les choses pourraient changer, non pas par une loi, mais parce que j'ai découvert qu'il existe un collectif français sous le nom de Collectif Conception Numérique Responsable, ou CNUMR, avec la liste des contributeurs que vous voyez juste ici et qui devrait normalement vous dire quelque chose. En soi, le rôle de ce collectif, il est assez généraliste car il vise le numérique dans sa globalité.
mais il fournit aussi tout un tas de bonnes pratiques sur l'aspect mobile avec des éléments communs aux deux plateformes, mais aussi certaines spécificités à Android ou à iOS que l'on peut d'ailleurs appliquer aux cross-platform, mais aussi forcément aux natifs. Pour vous en citer quelques-uns sur Android, c'est oublier de relâcher un media recorder et qui peut consommer en arrière-plan, ou alors côté iOS, c'est empêcher la mise en veille, et là aussi il y a plein de très mauvaises pratiques dans cette liste qui est vraiment super exhaustive. Alors comme d'habitude, le lien je vous l'ai mis dans la description, mais bon, des recommandations c'est bien, mais bon, encore faut-il les appliquer. Et mieux encore, ce serait mieux de pouvoir vérifier que vous le faites bien, et encore mieux, ce serait de ne pas faire de régression sur le sujet. Et pour ça, cette même initiative met à disposition un plugin pour SonarCube depuis la mi-décembre qui est capable d'analyser le code Java et XML sur Android. Mais encore mieux, depuis la semaine dernière, la version 1.0 est sortie et le code iOS peut aussi être analysé. C'est donc une super bonne nouvelle en général car vous allez potentiellement pouvoir améliorer votre code et en plus vous allez pouvoir communiquer en disant que vous codez vert entre guillemets et peut-être même qu'il va falloir qu'on s'invente un badge ou un logo avec développeur écolo. Bon, plus sérieusement, là aussi, le lien vers le plugin, il est dans la description. Et voilà pour les infos sur la partie mobile, et avant de poursuivre avec les actus plus généralistes, place aux actus en bref. Pour commencer, un petit rappel si vous utilisez Twitter, car aujourd'hui l'authentification en 2 étapes par SMS ne sera plus disponible sur les comptes gratuits. D'ailleurs, toujours chez Twitter, Elon Musk a annoncé que la mise à disposition du code source serait faite pour le 31 mars. Espérons cette fois-ci qu'il ne soit pas en retard comme sur l'API. Du côté de chez OVH Cloud, ils ont fait appel la semaine dernière d'un jugement dans le cadre de l'incendie du data center de Strasbourg. Eh bien, la société vient d'être une deuxième fois condamnée à 55 000 € dans une autre affaire. Mais OVH entend déjà faire appel, on reprend encore les mêmes et on recommencera dans quelques mois. Place maintenant à une innovation qui nous vient droit du Japon. Dans le métro, si vous utilisez l'application officielle, les écrans vous afficheront des instructions personnalisées pour vous rediriger vers la sortie. On aimerait bien avoir ça chez nous. Et enfin, vous souvenez-vous de Second Life, ce fameux monde virtuel qui existait bien avant le métavers ? Eh bien, il n'est pas mort car une version mobile sera proposée dans le courant de l'année par Linden Labs. On reprend avec le Google Summer of Code qui a la chance de ne pas faire les frais des économies du moment, ou en tout cas pas de manière visible. Pour rappel, l'idée c'est d'être payé pour contribuer à des projets open source pendant l'été, sachant qu'il existe 2 durées, une qui fait 175 heures et l'autre 350, donc à la louche 1 ou 2 mois de travail. Auparavant, il n'y avait que les étudiants qui pouvaient y participer, mais depuis l'année dernière, n'importe qui peut postuler. Et c'est pour cette raison que je vous en parle, car c'est justement à partir d'aujourd'hui 19h si vous êtes dans l'Hexagone, ou plus généralement à 18h en UTC, et vous avez jusqu'au 4 avril pour pouvoir envoyer vos candidatures. Dans l'idée, vous pouvez contribuer à un peu tout et n'importe quoi, ça peut être des applis mobiles, mais aussi de l'IA, du big data et d'une manière générale. Vous avez un annuaire complet des organisations qui y participent, avec de l'OpenStreetMap, du Swift, du VLC. Et d'ailleurs, moi l'an dernier, j'avais eu la chance d'être de l'autre côté en étant un mentor pour Open Food Facts. Mais malheureusement, ils n'ont pas été pris pour cette édition. Mais quand même, je vous invite vraiment à participer à ce projet, c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, je vais poursuivre sur cet aspect open source avec Docker, car si vous n'avez pas suivi, la semaine dernière, il y a eu une grosse polémique, car beaucoup de projets utilisent un plan déprécié et gratuit qui s'appelle Team. Et la semaine dernière, Docker a envoyé un message à tous ces fameux comptes pour dire qu'à la mi-avril, toutes les fonctionnalités qui sont normalement payantes dans les autres plans, ils ne seront plus accessibles gratuitement dans ce plan, par exemple avoir des repos privés. À la place, Docker redirige vers un plan qui coûte à minima 300 $ à l'année, ou alors vers un plan pour l'open source. Et là vous allez me dire, mais quel est le problème s'il existe déjà un plan open source ? Eh bien, ne sont acceptés que les projets non commerciaux. Par exemple, si un projet open source offre un support payant pour se financer, eh ben c'est niet. Et en réalité, beaucoup de projets open source tombent dans cette catégorie, et donc ça veut dire pour eux payer. Mais bon, vu que la polémique elle n'a cessé de monter, Docker a quand même réagi en faisant un mea culpa, car dans l'arrêt du plan Team gratuit, on comprenait aussi que les données des comptes allaient être supprimées, et donc les images Docker aussi. Sauf qu'en réalité, c'est pas le cas, et je vous cite et traduis la réponse de Docker. Nous aimerions préciser que les images publiques ne seront retirées de Docker Hub que si leur responsable décide de les supprimer. Nous sommes désolés que nos communications initiales n'aient pas été claires à ce sujet. Sauf que ce mea culpa, il n'est pas suffisant, et les projets open source y cherchent toujours des alternatives, car en fait c'est bien beau de laisser des images en ligne, mais si on peut plus les mettre à jour, ça n'a absolument aucun intérêt. Et je vous cite un exemple super simple, que se passe-t-il s'il y a une faille de sécurité sur une image ? Ah bah là, plus d'aucune réponse de Docker. Donc d'une manière générale, le vrai problème dans cette histoire, c'est que de nombreux projets open source ont un compte à rebours jusqu'à la mi-avril, sinon pour eux il faudra forcément passer à la caisse. Bref, le damage control de Docker, il est complètement raté.
Et là maintenant, on va enchaîner avec un sujet très différent car les gestionnaires de dépendance comme NPM, PyPy, PubDev et bien d'autres, ils ont un gros avantage, à savoir qu'il est facile de mettre à disposition des packages et gratuitement. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il est aussi très simple d'uploader du mauvais code, voire de cloner et de duper des packages existants. Et justement, sur cette thématique, Socket.dev vient de lancer un Safe NPM. L'idée, c'est que ce service analyse déjà les repos sur GitHub et ils viennent proposer un wrapper autour de NPM pour justement filtrer le contenu qui aurait des failles de sécurité. Tout ça, c'est gratuit et ça s'installe très facilement, c'est simplement une sorte de middleware. Je vous ai mis le lien si ça vous intéresse, mais ce qui est encore plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils indiquent vouloir supporter les écosystèmes Go et Maven, avec même 3 petits points de suspension. J'ai donc mis ça de mon côté, justement de côté, pour vous informer si toutefois c'était disponible prochainement. Allez, c'est sur ce dernier sujet qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère une nouvelle fois que ce concentré d'actu vous aura plu, auquel cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et à le partager autour de vous. Et comme en intro, j'en profite à nouveau pour faire un tout petit peu de pub, parce que ce week-end c'était notamment l'anniversaire du 3210 ou du premier lecteur MP3, et vous pouvez en savoir plus en regardant les shorts que j'appelle Tech in Time et que je publie sur cette chaîne. Voilà, maintenant on va bien s'arrêter, je vous dis à demain, faites bien des bisous aux Alessandra avec des S et pas des X, et aussi aux Herbert. Et bon, moi je vous dis du coup passez une super belle journée.